GIE International est une entreprise québécoise reconnue mondialement pour ses services en transport et en logistique. La maison mère est au Québec et elle compte une dizaine de filiales à travers le monde. Il s'agit d'une organisation globale qui met en œuvre les stratégies du siège. L'entreprise expatrie couramment ses cadres dans ses filiales étrangères. GIE International a ouvert une filiale à Kuala Lumpur en 2005. Depuis, des mandats de 2-3 ans sont octroyés aux cadres de l'entreprise pour occuper le poste de directeur régional. La direction des ressources humaines de l'entreprise possède une unité de mobilité internationale qui est responsable de la gestion des expatriations traditionnelles. C'est également cette unité qui est responsable de la politique de développement international de l'organisation. Cette unité a pris l'initiative de développer un guide pratique pour l'expatriation des cadres dans la filiale en Malaisie. Celle-ci entend accompagner et former les cadres avant, pendant et après l'expatriation. L'unité de mobilité internationale de l'organisation a développé ce guide sous forme de présentation PowerPoint afin de le rendre plus interactif. Ce guide est présenté comme tel. Nous avons construit ce guide pratique de la façon suivante. Premièrement, il sera question de traiter de tout ce qui se passe avant l'expatriation pour le cadre. La deuxième section traitera de ce qui peut se passer pendant l'expatriation. La troisième partie vous présentera ce qui se passe après l'expatriation. Et pour conclure, nous vous offrons un mot de la fin qui sera accompagné d'un témoignage d'une ancienne expatriée en Malaisie. Alors voici une courte description du pays pour lequel vous allez partir vous installer, la Malaisie. La Malaisie est un pays du sud-est avec un emplacement stratégique situé le long du détroit de Malacca au sud de la mer de Chine. Au niveau social, c'est une ancienne colonie anglaise qui devient indépendante en 1957. Sa population est de 32 millions d'habitants et sa capitale est Kuala Lumpur, une grande ville de 8 millions d'habitants. La population est majoritairement musulmane, mais on y retrouve une importante communauté bouddhiste, chrétienne ou hindoue. Sa langue officielle est le malaisien et c'est un pays développé où 98% de la population a accès à l'eau potable et 95% de la population sait lire et écrire. Au niveau politique, c'est une démocratie parlementaire. Sa démocratie est qualifiée de hybride car elle a certaines contraintes autoritaires. En effet, on y retrouve des élections régulières, mais les médias sont très surveillés par le pouvoir politique, les libertés civiles sont restreintes et la liberté de religion est limitée. Au niveau économique, c'est la 26e puissance dans le monde. Son PIB est de 312 milliards US par année. Son pouvoir d'achat est d'environ 30 000 $ par habitant. La Malaisie a une croissance économique d'environ 3 à 6 % par année. Son économie est basée principalement sur les services, mais le secteur industriel et l'agriculture sont importants et elle a un taux de chômage relativement bas à 3,5 %. Au niveau de sa position économique dans le monde, si on se fie au PIB par habitant et à l'espérance de vie, la Malaisie est en avance sur des pays comme l'Inde ou la Chine et est en voie de rattraper des pays comme le Japon, le Canada et les États-Unis. Au niveau du rapport économique entre le Québec et la Malaisie, c'est notre 34e partenaire économique. En effet, les échanges commerciaux sont à un niveau d'environ 500 millions de dollars par année. Avant de partir en Malaisie, il est important de comprendre que c'est un pays très multiculturel. Comme mentionné si tôt dans la présentation, il existe principalement 3 groupes ethniques et ils pratiquent chacun une religion différente des autres. Les Malais pratiquent principalement l'islam, les Chinois le bouddhisme et les Indiens l'hindouisme. Ces 3 groupes ont également leur propre façon de saluer. Les musulmans se saluent du traditionnel salam, les hindous se saluent en disant namasté ou vanakam, les Chinois se serrent habituellement la main. Ne vous inquiétez pas, puisque les Malais reconnaissent que vous venez d'ailleurs, ils vous salueront avec une poignée de main. Cependant, évitez de tendre la main à une femme malaise à moins qu'elle le fasse en premier. Puisqu'ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont également pas les mêmes valeurs. Certaines valeurs peuvent se rejoindre d'un groupe ethnique à un autre. Par exemple, les Chinois et les Malais partagent les mêmes valeurs telles que l'ambition, la piété filiale, l'honnêteté, le savoir et la confiance. Les Malais partagent avec les Indiens la valeur de la piété. Enfin, les Chinois partagent avec les Indiens la valeur des rituels et traditions. Malgré leurs différends, les Malais, les Chinois et les Indiens partagent la même valeur de la politesse. Ils respectent grandement leurs aînés et le concept de perdre la face est très prédominant dans le sphère culturel de ce pays. Lorsque vous seriez sur place, il est aussi important de connaître quelques étiquettes à table. Respectez les places qui vont vous être attribuées puisqu'elles sont déjà organisées à l'avance selon la hiérarchie. Généralement, l'invité d'honneur recevra la meilleure place, ce qui correspond à la plus éloignée de l'entrée. L'autre doit être assis immédiatement à gauche de l'invité d'honneur. Attendez que la personne de la plus haute importance soit assise avant de le faire. Finalement,
Attendez aussi que l'hôte ou l'hôtesse vous accueille officiellement avant de commencer à manger. En plus des manières à table, il est aussi utile de savoir quoi faire lorsque vous offrez des cadeaux aux locaux. Règle générale, les cadeaux ne doivent surtout pas être ouverts devant le donneur. Cela est relié au concept de perdre la face. Par exemple, si jamais le cadeau n'est pas à la hauteur ou n'est pas au goût du receveur, cela évite d'humilier le donneur. Évitez les emballages blancs ou noirs, ce qui rappelle les funérailles et la mort. Évitez aussi les cadeaux tels que l'alcool et des produits d'origine animale tels que le porc ou le bœuf. Comme sujet de conversation, vous pouvez leur parler de la famille, de leurs enfants, de leurs emplois, etc. Évitez les sujets tabous tels que la sexualité et la religion. Pour divertissement, les Malais apprécient énormément le soccer, le badminton, le karaoké et la nourriture locale. Donc devant vous un tableau comparatif des dimensions FCD pour comparer le Canada versus la Malaisie. À première vue, vous apercevrez une certaine adéquation pour les 4 dernières dimensions sur un total de 6. L'on dénote toutefois un écart considérable pour l'attitude face au pouvoir et le degré de l'individualisme. En ce qui concerne l'attitude face au pouvoir, vous l'aurez deviné, 100 est un score élevé. Ainsi, les Malaisiens se voient à l'aise avec un ordre hiérarchique vertical et porter atteinte à celui-ci n'est jamais bien perçu. Les employés attendent de leur patron des ordres clairs et précis et il est attendu de ce dernier qu'il agisse en autocrate paternaliste et bienfaisant. Cela reflète généralement une société avec des inégalités inhérentes et dont le pouvoir est centralisé. Contrairement, avec une approche beaucoup plus horizontale de la hiérarchie et un concept du pouvoir décentralisé, le Canada s'inscrit au pointage avec 39, sensiblement plus faible que la Malaisie. Pour l'individualisme, avec 26, le score faible dans cette dimension indique que la Malaisie s'avère une société collectiviste. Les engagements à long terme envers la société sont primés et le manquement à ceci provoque la honte et la perte de la face. Chaque membre demeure donc responsable du bien-être collectif et un gestionnaire a pour responsabilité le groupe avant les individus. Un employé qui cherche à être promu doit chercher à être reconnu comme engagé envers sa communauté et inclusif. De son côté, la société canadienne est considérée comme individualiste. Ses membres cherchent tout d'abord à subvenir à leurs propres besoins et ceux de leur famille immédiate avant la communauté dans son grand ensemble. Les gestionnaires canadiens attendent de leurs subordonnés de l'autonomie et surtout de l'initiative. Les promotions sont donc accordées en fonction de la performance. Pour la masculinité, entre parenthèses, l'attitude face au succès, dans une culture fortement masculine, la valeur dominante sera la performance individuelle et le succès. Dans une culture dite féminine, donc faiblement masculine, la valeur dominante sera l'attention aux autres et la qualité de vie. Avec un score de 50, il est impossible de déterminer une préférence quelconque pour la Malaisie et j'irai dans le même sens avec le Canada avec un score de 52. L'évitement de l'incertitude, cette variable indique dans quelle mesure cette culture se sent menacée par l'incertitude et l'ambiguïté face à l'avenir. Pour la Malaisie, un score relativement faible, ce qui signifie que les Malaisiens démontrent une attitude détendue face aux conséquences des événements futurs et sont considérés en ce sens comme fatalistes. Une maxime qui résume cette attitude, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, ce qui arrivera, arrivera. Les horaires sont donc ainsi flexibles, les normes et procédures ne sont pas considérées comme contraignantes, donc, corollairement, ils ne sont pas respectés à la lettre et l'innovation n'est pas perçue comme menaçante. Pour l'attitude face au temps, un score faible pour la Malaisie, donc une société dont la culture est plutôt normative. La Malaisie est donc attachée aux traditions et orientée aux objectifs à court terme. En ce sens, les changements sociétaux sont perçus d'un œil assez sceptique. Pour l'indulgence, avec un score de 57, qui est un score relativement élevé, notamment si on la compare à ses contreparties chinoises et indiennes qui scorent respectivement 24 et 26. La Malaisie est donc une société considérée comme indulgente. Les Malaisiens démontrent de l'optimisme et une attitude positive. Ils n'ont pas peur de dépenser de l'argent et recherchent le plaisir dans une certaine mesure. Finalement, il est important de noter que ce tableau expose les résultats pour le Canada en général. Cela dit, il est pertinent de remarquer qu'il y a des différences subtiles entre le Canada anglophone et le Canada francophone, en parenthèse, le Québec. Les Canadiens francophones sont ainsi considérés comme étant plus formels, hiérarchiques, émotionnellement expressifs et ils accordent relativement plus d'importance aux relations interpersonnelles. Ce constat vient amoindrir l'écart entre les deux premières dimensions mentionnées plus tôt, soit l'attitude face au pouvoir et le degré de l'individualisme. Il est important avant le départ que l'employé évalue l'impact qu'aura l'expatriation sur son niveau de vie et ce d'un point de vue économique. L'objectif de cette partie est d'aider l'employé à mesurer la variation du coût de la vie, notamment en le comparant entre celui du pays d'origine à celui de destination. D'abord, l'indice du coût de la vie. Plus l'indice du pays est bas, moins il coûtera cher d'y vivre. En 2019, l'indice du coût de la vie est inférieur en Malaisie avec 39,46 qu'au Canada avec 68,16. Dans cet exemple, les indices sont établis en fonction de celui de New York qui est de 100. Cela signifie que le coût de la vie en Malaisie est environ 60% moins cher qu'à New York. D'autres données, Kuala Lumpur occupe le 88e rang sur 133 des villes les plus chères du monde. On constate aussi une augmentation du coût de la vie dans cette ville depuis les dernières années.
Optons maintenant pour une vision dyadique entre le lieu d'origine et celui d'accueil. Le graphique représente la comparaison du pouvoir d'achat avec un salaire d'environ 115 000 US à Montréal et l'équivalent salarial qui se situe autour de 40 000 US pour un même poste à Kuala Lumpur en 2018. Ces données indiquent que le salarié à Montréal a un plus grand pouvoir d'achat. Évidemment, pour déterminer le salaire du cadre en Malaisie, l'entreprise utilise la méthode du pays d'origine avec l'approche bilan comme méthode de calcul de coûts. Ainsi, elle permet à l'employé de conserver le même pouvoir d'achat et de l'inciter. Le site UBS permet également de comparer Kuala Lumpur avec Montréal en isolant d'autres indices tels que celui du niveau des prix ou du revenu. Maintenant, quelques sites intéressants qui nous permettent de comparer le coût de la vie à Kuala Lumpur et à Montréal. Numbeo est l'une des plus grandes bases de données à contribution individuelle volontaire et il permet de comparer le coût de la vie en différents pays et villes du monde. Une simulation effectuée sur ce site indique que l'employé aurait besoin d'environ 3 000 $ canadiens pour maintenir le même niveau de vie qu'il aurait avec 4 900 $ canadiens à Montréal. Un autre site intéressant est la Banque populaire qui a développé un outil en ligne permettant de comparer le coût de la vie entre le lieu d'origine et le lieu d'accueil. Il est possible de faire plusieurs simulations, que ce soit pour connaître les différences de prix au niveau du logement, de l'électricité, de l'alimentation, des taxes ou encore des transports. L'employé peut donc consulter ces sites afin de s'informer sur le coût de la vie à destination. Votre accueil sera pris en charge par la branche des ressources humaines malaisiennes. Pour favoriser votre adaptation, vous vous verrez offrir, dans un premier temps, un accueil à l'aéroport où un taxi mandaté vous conduira jusqu'à votre logement. En plus d'éviter une accumulation de stress, cela vous permettra de ne pas tomber dans les nombreuses escroqueries de taxis qui prennent place en Malaisie. Vous pourrez également profiter de 2 semaines de congé dans le but de vous adapter physiquement. Rappelons que le décalage horaire entre le Canada et la Malaisie est de 12 heures, ainsi que de vous adapter personnellement. Vous pourrez profiter de ce temps pour organiser des voyages afin de vous imprégner de la culture locale ou encore le cas échéant de participer à l'installation de votre famille et des besoins qui en découlent. Enfin, un mentor vous sera attribué. En effet, de nombreuses études démontrent l'impact positif du mentorship dans l'intégration des expatriés. Il s'agira bien sûr d'une personne expatriée comme vous et qui dispose d'une expérience pertinente dans votre domaine. Pendant votre séjour en Malaisie, vous pourriez être amené à vivre ce qu'on appelle un choc culturel. C'est un choc qui s'inscrit dans les étapes qu'une personne parcourt avant de pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. Chaque individu traverse les phases selon un rythme et une intensité qui lui est propre. Cette courbe d'adaptation se dessine de la façon suivante. Premièrement, la lune de miel. Deuxièmement, l'arrivée du choc culturel. Et pour terminer, se trouve la période d'adaptation. Le choc culturel est une étape difficile. C'est pourquoi nous vous présentons ici des stratégies pour vous aider à traverser cette phase. Premièrement, il est important de reconnaître les symptômes du choc culturel, mais aussi de reconnaître que vous vivez ce choc. Il est possible de vous inscrire à des activités pour découvrir le pays et tisser des liens avec les habitants. Par exemple, vous pourriez prendre des cours de cuisine malaisienne ou encore pratiquer des sports populaires du pays tels que le sepak takraw ou le badminton. Vous pourriez aussi faire une activité qui vous rappelle votre maison. Par exemple, aller voir un film au cinéma. Cela vous apprendra assurément des informations sur la culture malaisienne tout en oubliant la distance qui vous sépare d'avec vos proches le temps d'un film. Nous vous recommandons aussi de communiquer fréquemment avec vos amis et votre famille au Canada. On sait que dans les moments plus difficiles, on réussit à y voir plus clair quand on se confie à des gens qui nous connaissent bien. Cette partie vise à mettre en lumière les éléments de contexte qui ont été étudiés par l'entreprise dans sa décision d'implantation en Malaisie. Ces éléments représentent un risque auquel vous pourriez vous retrouver confronté aussi bien dans le cadre de votre travail que sur le plan personnel. Commençons par le risque pays. Il s'agit là de la matérialisation d'incidents qui émanent du contexte économique ou politique du pays étranger. L'économie malaisienne, pour sa part, représente un risque faible à moyen. En effet, cette économie que l'on peut qualifier de prospère est l'un des principaux marchés des entreprises canadiennes en Asie. Cela s'explique notamment par la diversification de ses exportations, la qualité de ses infrastructures ou encore la flexibilité du taux de change. Toutefois, il faut noter que cette dynamique est minée par le manque de transparence et la corruption qui représentent des barrières aux investissements étrangers. Cette corruption a d'ailleurs entraîné lors des élections de 2018 un basculement des partis au pouvoir. Ce basculement fait également souffler sur la Malaisie un nouvel ère de démocratie, un point positif pour le marché puisqu'elle favorise la stabilité politique. En complément du risque pays, on retrouve l'environnement hostile, c'est-à-dire un environnement qui ne fournit pas à une organisation les éléments qui lui ont permis de se développer. Pour cette capsule, nous nous concentrerons essentiellement et d'un point de vue dyadique sur les éléments qui pourraient représenter une hostilité contre les Canadiens expatriés en Malaisie.
Premièrement, il est à noter qu'il existe un risque important de terrorisme et de petite criminalité, surtout dans les zones touristiques. Ainsi, il existe également des risques pour votre santé et des vaccins sont à prévoir avant votre départ. Plus particulièrement, veuillez noter qu'il existe 2 zones à éviter. La première, la côte nord et est de l'État du Sabah, où de nombreuses activités de piraterie peuvent entraîner des kidnappings, et la zone frontalière avec la Thaïlande où l'on retrouve de nombreux cas de trafic, dont des trafics d'êtres humains. Les conditions climatiques peuvent elles aussi devenir un problème. Notez que d'octobre à février, la période des moussons augmente le risque de déboulement et de grandes crues. De juin à octobre, les brûlis rendent les taux de pollution nocifs pour la santé. Et enfin, la Malaisie se trouve dans une zone sismique à risque. Un dernier point consiste à porter une attention particulière aux lois. Dans certains États, notamment les États de Kelatan et du Terengganu, la charia est appliquée et les expatriés musulmans doivent faire particulièrement attention aux règlements stricts concernant l'alcool et les mœurs. Veuillez noter que la majorité de la population étant musulmane, les habits sobres et les comportements discrets seront favorisés. Enfin, certaines lois se veulent beaucoup plus dures qu'au Canada. Notez qu'il vous est interdit de prendre part à une manifestation en tant que ressortissant étranger, que les délits liés à la drogue sont passibles de la peine de mort, et qu'enfin les relations entre les personnes du même sexe sont interdites par la loi en Malaisie. Les expatriés de la communauté LGBTQ doivent donc faire preuve d'une grande prudence dans ce pays. Afin de compléter la section sur l'environnement hostile, nous vous transmettons un carnet qui rassemble les adresses importantes en Malaisie. Vous pouvez vous y référer au besoin si vous souhaitez obtenir des informations particulières lors de votre séjour. Nous vous recommandons de toujours conserver une copie de ce carnet d'adresses sur vous pour avoir ces numéros importants en cas d'urgence. Dans ce carnet, vous trouverez notamment le numéro de téléphone à composer pour toute urgence, qui est le 999, ainsi que les coordonnées complètes du Haut-Commissariat du Canada situé à Kuala Lumpur et du Consulat du Canada situé à Penang. Nous allons maintenant vous présenter les pratiques de travail en Malaisie. Vous remarquez que la Malaisie applique le principe de la discrimination positive en faveur de la majorité des habitants de la Malaisie, soit les Malais. En quoi ça consiste ? Ça consiste en mettant en place des quotas et des programmes d'exclusivité ethnique qui vont permettre une meilleure représentation des Malais dans les postes de haut niveau, ainsi que d'autres postes à travers l'organisation. Ensuite, la Malaisie applique une structure de travail hiérarchique, c'est-à-dire que les patrons prennent les décisions et délèguent le travail aux subordonnés. Donc le patron a une place très importante au sein de l'organisation. Ensuite, le style de management d'un gestionnaire malaisien est particulier. Ce sont des personnes respectées pour leurs attributs personnels, soit leur âge et leur savoir. En tant que manager, il est important de jamais faire perdre la face à leurs subordonnés, c'est-à-dire de se trouver dans une situation humiliante où son ignorance ou sa faiblesse est exposée. Et enfin, si vous voulez compter sur l'engagement de vos employés, il faut absolument s'intéresser à eux, tant dans leur vie professionnelle que sociale. Maintenant, nous allons passer aux réunions. Donc, il est très important de développer des bonnes relations avec les Malaisiens avant de commencer à travailler avec eux. Puis également, il faut toujours rester diplomate et garder son calme lors de réunions. Donc, il faut bien savoir gérer ses émotions. Ensuite, le style de communication en Malaisie est particulier. Donc, c'est une forme de communication indirecte qui va être courtoise et diplomate. Cette forme de communication permet de maintenir une harmonie dans le groupe. On va rarement entendre non, c'est-à-dire que les Malaisiens vont préférer adopter des formules plus indirectes pour annoncer une mauvaise nouvelle ou dire non, tout simplement. Ensuite, pour les équipes de travail, c'est une culture orientée vers le groupe, qui va privilégier la coopération dans le groupe ainsi que dans d'autres groupes au sein de cette même équipe. La motivation provient d'objectifs communs attribués au groupe et non à chaque individu. Donc les relations interpersonnelles au sein du groupe sont très très importantes. Il est primordial de s'intéresser au bonheur et au bien-être des membres de son équipe si on veut vraiment compter sur l'engagement des membres de notre équipe. Et enfin, nous allons finir sur le code vestimentaire et les sorties dîner-souper. Donc au travail, il faut s'habiller de manière plutôt formelle, donc costume cravate pour les hommes et costume jupe chemisier pour les femmes. Et en soirée, de manière plus informelle, soit peut-être une chemise à manches courtes. Enfin, pour les sorties dîner-souper, de manière générale, les sujets en relation avec les affaires ne sont pas discutés en dehors du bureau. Donc c'est une opportunité pour vous de tisser des liens avec vos collègues. Des exemples de sujets de conversation sont par exemple vos impressions de la Malaisie, la nourriture, mais le football aussi. Il faut savoir que les Malaisiens sont fanatiques de football. À éviter, c'est la politique, religion, tension ethnique. Donc il faut toujours recevoir de la nourriture de la main droite, car la main gauche est considérée comme étant sale. Et enfin, il est très poli de laisser de la nourriture sur son assiette, c'est un signe de satisfaction du repas. Après votre séjour en Malaisie, vous risquez d'être confronté à la même courbe d'adaptation que celle vécue pendant votre séjour. Mais cette fois-ci, vous devrez faire face au choc du retour. Les phases de cette courbe d'adaptation et les symptômes du choc s'apparentent à ceux qui ont été vus précédemment dans la section du choc culturel.
En ce qui concerne les conseils pour faciliter votre retour, nous vous recommandons de visiter votre propre ville ou région pour redécouvrir vos origines et vos racines. Cela vous permettra aussi de voir votre quotidien avec le regard d'un touriste et ainsi mieux accepter les caractéristiques de votre réalité au Canada. Les défis de rentrer au pays sont nombreux pour la carrière. On peut penser à une perte de statut et d'autonomie, à un manque de défis professionnels, un manque d'opportunités de promotion, d'avoir un plan de carrière moins bien défini, de manquer de support. Il faudra donc bien se préparer au retour. Le principal facteur de succès, c'est le support. De l'organisation et de ses membres, de son superviseur et de ses collègues, mais surtout du mentor qui vous aura été attribué au départ de tout ce long processus. Si vous êtes parti avec votre conjoint ou votre conjointe, assurez-vous d'avoir une gestion active du processus d'expatriation et surtout de rapatriement. Profitez bien de vos expériences antérieures. Assurez-vous aussi que vous avez une bonne réintégration de la vie professionnelle et familiale et assurez-vous de bien réaliser les intérêts professionnels de deux partenaires. Au retour, votre mentor continuera à être en contact en permanence avec vous et notre support consistera à vous offrir un poste clé qui vous donnera la chance de mettre votre expérience à profit, de participer au programme de mentorat pour les futurs expatriés et de participer à la conférence annuelle sur les processus internationaux de l'entreprise. Pour conclure, nous tenons à vous remercier pour votre précieuse écoute. Nous espérons que ce guide saura vous apporter l'aide nécessaire pour agrémenter votre expérience en Malaisie. Nous vous laissons sur une entrevue réalisée avec Tonya Williams, une ancienne expatriée en Malaisie. Nous espérons que ce témoignage saura vous aider dans vos démarches. Merci et bon voyage! Avant de partir en Malaisie, est-ce que vous aviez préparé des séances de culture avant de partir? Non, pas de session de culture, mais j'avais déjà beaucoup d'expérience dans la région. J'avais reçu comme un document de peut-être 10 pages sur la culture dans la région. Puis j'avais aussi, avant que je déménage, j'avais fait un voyage de 1 semaine. Il y avait peu de formation, mais c'était aussi pour familiarize. Ouais, c'est ça. La région, j'allais visiter l'école, pour m'aider à choisir l'école pour les filles. Puis... Et pour l'école primaire et secondaire, est-ce que c'est vous qui avez trouvé les écoles et est-ce que c'est vous qui les a payées? Ils m'ont donné ils m'ont donné le nom de 3 écoles qui étaient comme recommandation. Primaire et secondaire sont gratuits au Canada. Alors, c'est eux qui ont payé. Ah, ok, donc lorsque tu es arrivé, est-ce que c'était un gros choc culturel ou tu t'en étais attendu à cause du voyage de familiarisation? C'était pas le voyage de familiarisation qui m'a aidé parce que ça m'a aidé peut-être pas juste pour aller voir l'école, puis un peu pour mes collègues au bureau pour un échange d'informations. Et est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui aimerait aller déménager en Malaisie comme que tu l'as fait? C'est pas juste ta vie, alors faut que si tu as un conjoint, est-ce que ça va pour lui puis son ouvrage, est-ce que lui peut avoir un permis de travail, est-ce que il n'y a pas besoin de travailler, est-ce que les enfants vont adapter, c'est toutes choses. Ça dépend aussi de l'âge parce que alors, you have to have that perfect window. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comprenable. Et pour le visa, est-ce que c'est toi qui a dû faire les démarches ou c'est eux qui t'ont aidé avec ça? Non, c'est eux qui ont fait ça parce que j'étais là comme un diplomate. Okay. Parfait. Et à quoi ressemblaient les bonus salariales? Oui, il y avait plusieurs bonus, comme j'avais l'argent. Ça dépend du niveau, ça dépend du pays, ça différents niveaux. Pour moi, ils ont payé le prix de 3 billets business retour au Canada une fois par année. Alors, c'est presque 20 000 par année. OK. Et puis, l'argent, c'était pour revenir au Canada. Mais je pouvais aussi l'utiliser, si je voulais pas revenir au Canada, je pouvais l'utiliser pour voyager. Alors, moi, on a fait un voyage au Japon, un voyage en Nouvelle-Zélande, tout était payé. Il y avait
comme un living allowance. Puis, quand je suis revenue, ils m'ont aussi payé un autre bonus. Et pourquoi est-ce que tu recommanderais à un expat de choisir la destination de Malaisie? Mais c'est une bonne place pour être placé parce que les personnes de Malaisie apprennent l'anglais quand ils ont environ 10 ans à l'école. Alors, presque tout le monde parle un peu d'anglais. C'est pas juste les zones touristiques. Alors, c'est facile à vivre là.